Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce live organisé par les villes de Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Vincennes et l'association Métro Rigolo sur le prolongement de la ligne 1 du métro. Parce qu'effectivement, le prolongement de la ligne 1 connaît une nouvelle étape, c'est celui de l'enquête publique. Et cette enquête publique, elle a été obtenue grâce à une mobilisation des usagers, des habitants et des élus de ces trois villes, notamment le 20 novembre dernier. Une grande marche citoyenne a été organisée entre Montreuil et Fontenay et a réuni près de 500 participants. Cette mobilisation inédite a notamment permis de débloquer l'organisation de cette enquête et à présent, elle rentre en œuvre. Vous pourrez, à partir du 31 janvier et jusqu'au 2 mars, participer à cette enquête et l'enquête a pour but de recueillir un maximum d'avis sur le prolongement de cette ligne de métro. Alors ce soir, pour parler de cette nouvelle séquence, nous accueillons 5 intervenants que je vais vous présenter dans leur ordre de passage. Alors, nous aurons d'abord Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay-sous-Bois, puis Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, Patrice Bessac, maire de Montreuil et président d'Est Ensemble, Sylvain Blanquet, président de l'association Métro Rigolo, et Johan Rispal, conseiller municipal délégué au transport de Fontenay-sous-Bois, qui nous expliquera comment fonctionne une enquête publique. Chaque intervention durera environ 5 minutes, puis nous laisserons la place aux échanges. Vous pourrez alors poser vos questions en direct aux participants. Pour ce faire, je vous invite à vous signaler dans le chat auprès de l'onglet « Questions » et à activer votre vidéo. Alors, petit détail technique, vous verrez dans le menu déroulant du chat apparaître les noms des intervenants. Cependant, vous ne pouvez pas dialoguer avec eux dans le chat. Seul l'onglet « Questions » peut vous répondre. Enfin, afin de permettre au plus grand nombre d'entre vous de participer, vous aurez 1 minute pour présenter votre intervention. Dernier détail, cette conférence est accessible aux sourds et aux malentendants. Voilà, à présent, vous avez le programme de l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Et désormais, sans plus attendre, place aux interventions. Nous commençons avec Monsieur Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay-sous-Bois. Bonsoir, Monsieur le maire. Alors, le prolongement de la ligne 1, excusez-moi, est un sujet qui concerne particulièrement votre commune, car elle devrait accueillir 2 nouvelles stations, dont le terminus. Expliquez-nous comment ce sujet est accueilli par les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un moment historique, alors pas définitif puisque l'enquête publique est une étape. Il nous faudra par la suite aller chercher les financements et il faut que cette enquête publique se passe de la meilleure façon possible et qu'un maximum de personnes y participent. Historique parce que c'est une bataille qui date à Fontenay depuis 1934 et l'arrivée de la ligne à Château de Vincennes. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important. Il s'agit de prolonger le métro sur l'ensemble du territoire fontenaisien, de desservir une partie de Montreuil et de Fontenay. Et d'ailleurs, ce sera les 2 seuls quartiers populaires de manière importante desservis sur la ligne 1. Et donc, c'est pour nous un élément extrêmement structurant et important. C'est important aussi au regard de l'urgence climatique. Vous n'êtes pas sans savoir que la question de la transition écologique est aujourd'hui un élément extrêmement important de la construction métropolitaine. Et dans ce cadre-là, le prolongement de la ligne 1 jusqu'à Val-de-Fontenay va venir à la fois participer au développement du système du réseau de transport à l'est parisien et donc venir diminuer le plus gros bouchon d'Europe de la A86 qui se trouve à Fontenay-sous-Bois en l'occurrence, désengorger la ligne A et la ligne E. Je rappelle que la ligne A est la ligne la plus empruntée d'Europe qui sature à Val-de-Fontenay. Et donc, c'est extrêmement important. Elle vient aussi favoriser une zone d'emploi. On est
à Val-de-Fontenay en plein développement, et donc ça vient aussi accompagner le développement économique et donc l'emploi sur la zone. Et puis enfin, les questions de mobilité d'un point de vue social sont extrêmement importantes aujourd'hui. Et donc on voit que la boucle est bouclée. Et donc c'est extrêmement important pour nous, le prolongement de cette ligne qui va venir se prolonger sur la ligne 15. Et donc on va avoir dans cet axe circulaire des radiales qui se prolongent. Vous avez parlé en lapsus tout à l'heure de la ligne 11 qui va venir jusqu'à Rosny. Elle passe d'ailleurs, je crois, par Montreuil. Et donc, on voit bien que ces prolongements de lignes qui viennent s'agripper, s'accrocher au réseau de transport du Grand Paris Express sont extrêmement importantes pour renforcer le système de transport en Île-de-France et notamment pour ce qui nous concerne, et je finirai sur ces mots, plutôt que de prendre la voiture pour aller à Saint-Denis ou à Créteil, on mettra demain 20 minutes au lieu de mettre 1h30 en transport. Et donc, c'est un élément extrêmement important pour diminuer la place de la voiture et pour renforcer la place des transports publics, pour diminuer la place de la voiture et donc améliorer les mobilités en Île-de-France. Voilà les quelques mots que je voulais évoquer. Il faut absolument qu'un maximum de personnes participent à cette enquête publique. On avait en 2014, à la précédente enquête publique, eu énormément de participants. Je suis très heureux que la mobilisation populaire nous permette d'avoir cette enquête publique. Il y a des réunions publiques, il y a des permanences. Et donc, il faut qu'on ait un maximum de personnes qui participent à cette enquête publique pour donner son avis et pour faire en sorte d'améliorer encore ce projet, puisque c'est aussi ça l'enjeu. C'est à la fois donner son avis sur le projet, qui, de mon point de vue, est un élément positif, mais c'est aussi donner son avis pour améliorer, si on le peut, encore ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Gautret, pour tous ces éléments. Alors, effectivement, donner son avis pour permettre au projet de fonctionner, eh bien, les habitants de Vincennes aussi pourront prendre la parole. Madame Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, pourriez-vous nous dire un petit peu comment ce sujet résonne aussi dans votre ville ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vais compléter les propos de Jean-Philippe Gautret qui évidemment a bien décrit en fait l'intérêt du projet pour les Fontenaisiens, mais il en revient tout autant pour les Vincennois puisque en étendant finalement cette ligne 1, au moins jusqu'au Rigolo pour ce qui concerne Vincennes, c'est un tiers du territoire vincennois qui aujourd'hui n'est pas desservi par les transports en commun. Et donc, en complétant en fait cette offre de transport en commun, eh bien, c'est tout le territoire vincennois qui a accès au métro dans un temps de marche raisonnable. Donc, ce prolongement, il est pour nous important pour cette partie-là de la population vincennoise, mais de manière plus générale. Et comme l'a très bien dit Jean-Philippe Gautret, c'est aussi une occasion pour nous de relier nos villes à Val-de-Fontenay et donc demain de pouvoir eh bien, parcourir, de réaliser un parcours de mobilité plus simple, notamment en évitant de rentrer dans Paris quand on vient de la plus lointaine banlieue, de manière à pouvoir justement éviter d'entrer dans Paris et faire une boucle, comme l'a dit Jean-Philippe Gautret. Néanmoins, ce projet, il a encore un certain nombre de points sur lesquels Vincennes sera extrêmement attentif, notamment à la dimension écologique, sur lequel on aura, je pense, largement le temps de parler ce soir, et puis une dimension qui n'est pas neutre, qui est la dimension du coût. Puisque on le disait tout à l'heure, bien sûr, cette étape est importante. Elle permet de éventuellement faire progresser encore davantage le projet et nous n'avons pas encore la totalité des financements. Donc, c'est une étape complémentaire qui viendra en son temps. Et pour ça, il faut que les coûts relatifs à ce projet soient les plus faibles possibles, en tout cas les mieux maîtrisés et les plus efficaces en termes de dépenses publiques. Et en tout cas, Vincennes y veillera et s'il y a des solutions alternatives, eh bien, nous ferons en sorte que ces projets soient aussi, en tout cas, mis sur la table. Voilà. Et juste un point, je pense qu'il ne faut pas que nous passions à côté d'un projet qui engage les futures générations, puisqu'on pourrait, dans quelques années, en tout cas la jeune génération pourrait dans quelques années nous reprocher de ne pas être rentré dans ce dispositif, puisque demain, la métropole parisienne s'étendra évidemment au-delà de nos frontières administratives d'aujourd'hui et on ne comprendrait pas, je pense, que nous n'ayons pas réalisé cette extension de la ligne 1 dans quelques temps. Voilà.
Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, les jeunes générations, comme vous le disiez dans votre intervention, elles sont très présentes aussi sur la ville de Montreuil. Montreuil qui est concernée par l'arrivée d'une station, la station Grand Péché. Monsieur Patrice Bessac, maire de Montreuil, comment est-ce que cette arrivée de métro est accueillie sur la ville? D'abord, pour le quartier Bel Air Grand Péché, il y a un sujet majeur de justice sociale, puisque c'est dans le cadre des projets actuels, la ligne 11 du métro, le tramway T1, au fond, le dernier quartier qui n'aura pas accès à un moyen de transport lourd. Et donc, la question du développement pour le quartier Bel Air Grand Péché est à mes yeux intimement liée aussi à l'arrivée de la ligne 1 du métro. Donc, c'est à mes yeux une question de justice sociale. Quand même, soulevons-le, nous sommes en première couronne parisienne et nous faisons partie des territoires, il y en a d'autres en Seine-Saint-Denis, dans lesquels il y a parfois 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui n'ont pas à côté de chez eux, à proximité, ce qu'on appelle un moyen de transport lourd, c'est-à-dire soit un tramway, soit un métro, soit un RER. Je veux dire une deuxième chose, reprenant notamment la dernière idée qu'a évoquée notre collègue de Vincennes, ma collègue de Vincennes, c'est évidemment le sujet écologique. Évidemment, car ces 95 000 voyageurs supplémentaires qui sont prévus dans le cadre de l'élargissement de la ligne 1, nous savons que nous avons dans le secteur du prolongement une population autour de 230 000 emplois, 230 000 habitantes et habitants, pardon, qui sont potentiellement concernés par la création de cette ligne et par la mise en réseau qu'expliquait Jean-Philippe Gautret, 104 000 emplois. Nous avons à horizon 2030 une augmentation de la densité du tissu urbain qui va intervenir. Et donc, la grande question est de savoir si la seule alternative, ça va être la voiture. Et c'est évidemment pas acceptable. Et donc, il faut offrir aux habitantes et aux habitants, en plus des bus déjà existants, l'arrivée du métro. Peut-être mon dernier mot pour dire que c'est très, très important ce qui se manifeste aussi à travers les manifestations, à travers les points de vue communs des élus, des collectivités concernées, car c'est la bonne voie est la seule manière de gagner de nouveaux moyens de transport. Nous en avons l'expérience sur la ligne 11, nous en avons l'expérience sur le tramway T1, c'est lorsque, par-delà les couleurs politiques, par-delà telle ou telle collectivité, nous sommes unis que nous pouvons faire entendre la voix des habitantes et des habitants. C'est ce qui s'est passé et qui nous conduit aujourd'hui au lancement de cette enquête publique. Et je veux dire, après mes collègues, que c'est évidemment très, très important que se manifeste le plus possible de citoyennes et de citoyens permettant de dire l'importance de cette arrivée du métro qui nous connectera aussi au RER A, qui nous connectera au E, aux lignes de bus évidemment, au futur métro ligne 15 et au tramway qui est en train d'être construit à Montreuil. Merci beaucoup, monsieur Bessac, pour cette intervention. Alors, juste avant de passer la parole à Sylvain Blanquet, je vous rappelle juste les règles de dialogue sur notre visio. Si vous souhaitez échanger ou poser une question ou prendre la parole dans notre second temps de débat, rendez-vous dans le chat et posez vos questions à questions. Seul l'onglet questions peut vous répondre et les autres intervenants que vous voyez dans votre menu déroulant ne peuvent pas intervenir avec vous. Voilà pour cette petite précision technique. Je passe maintenant la parole à monsieur Sylvain Blanquet, président de l'association Métro Rigolo. Monsieur Blanquet, alors dites-nous tout, vous êtes donc président d'une association d'usagers. Comment est-ce que vous allez inviter les usagers, les habitants à prendre la parole au sein de cette enquête publique? Alors donc, je vous remercie de nous donner la parole, d'avoir organisé cette réunion avec l'ensemble
des maires du secteur. Comment l'association va inciter les habitants à participer à l'enquête publique? En fait, on va, comment dirais-je, mettre en place différentes actions. La première, c'est un webinaire qu'on organise vendredi à 20h30. Les coordonnées sont disponibles sur notre site internet. En fait, l'idée, c'est d'expliquer à nos adhérents, en premier lieu, comment agir pendant l'enquête publique et aussi comment mobiliser son réseau durant l'enquête publique. Voilà, nous, je voudrais quand même rappeler quelques éléments sur l'association pour aussi montrer que le combat pour obtenir cette enquête publique et le prolongement de la ligne 1 est un combat de longue haleine. Tout a commencé pour l'association en 2005, donc il y a 17 ans. On a eu plusieurs étapes. On a fait des actions assez spectaculaires, notamment en 2006, en 2012, en 2014. En 2018, on a participé au combat pour la ligne 15. Pourquoi on a participé à ce combat-là? Parce que, comme le disait tout à l'heure Monsieur Gautret, les transports, c'est un tout. Et donc, on s'est battu pour que la ligne 15 Est soit dans les starting blocks, et ce qui a permis d'ailleurs de faciliter et de lancer la construction de la ligne 1. Donc voilà, nous, notre association, on regroupe à peu près 1500 sympathisants, et on pense que les transports en commun, c'est une action de longue haleine, mais où il faut de la détermination. Et donc l'enquête publique, c'est une occasion extraordinaire pour tous les habitants de pouvoir faire valoir leur point de vue en toute transparence, puisque les avis sont publics, en toute facilité, puisque tout le monde peut parler, tout le monde a le droit à la parole. Et donc, on espère que chacun va pouvoir contribuer, soit lors des réunions, soit en se rendant à la permanence du commissaire enquêteur, soit en déposant des avis en ligne ou en écrivant. Mais on est convaincu que c'est un élément important pour le projet d'avoir une mobilisation importante et un nombre important d'observations et d'avis exprimés. Voilà, si vous voulez nous aider à faire avancer cette cause et que l'enquête publique soit un grand succès, vous pourrez nous retrouver sur les marchés des secteurs d'Hydro, Verdun. On essaiera aussi d'aller sur les marchés des Ruffins pour pouvoir, je dirais, encourager les gens à participer et donner une belle image à tous ceux qui vont regarder cette enquête publique d'une population qui veut le métro pour changer sa vie. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Blanquet, pour toutes ces précisions. Alors, effectivement, je vous redonne les dates de l'enquête publique pour ceux qui nous ont peut-être rejoints entre-temps. Donc, l'enquête publique est ouverte du 31 janvier au 2 mars. Pendant cette période, effectivement, chacune et chacun est invité à venir déposer son avis sur ce prolongement tant attendu. Et pour tout savoir sur comment déposer un avis ou essayer de comprendre ce qu'est concrètement une enquête publique, je vais céder la parole à Johan Rispal, conseiller municipal délégué au transport de la ville de Fontenay-sous-Bois, qui va nous donner les clés pour comprendre cette étape peut-être un petit peu technique de ces grands chantiers d'avenir. Monsieur Rispal, c'est à vous. Merci Madame Pradier. Effectivement, une enquête publique, c'est une étape administrative très importante qui ne se présente qu'une fois dans la vie d'un projet. C'est donc le moment de participer, puisque ce sera théoriquement le dernier moment où l'avis de la population sera sollicité. Participer, c'est essentiel et tous les avis compteront.
Une enquête publique n'est pas un exercice improvisé, c'est un exercice normé, notamment par le Code de l'urbanisme. Et il est donc très important de participer car chaque avis comptera pour un. Qu'il soit favorable ou défavorable, chaque avis sera pris en considération dès lors qu'il est argumenté. C'est très important donc de participer concernant la ligne 1 pour notamment confirmer le soutien ou l'absence de soutien au projet, en l'occurrence un soutien populaire, hein, puisque lors de la concertation en 2014, 3000 avis avaient été émis, 3000 avis favorables avaient été émis au projet. S'exprimer dans le cadre de l'enquête publique, c'est très important pour intégrer aussi l'avis des habitants et des collectivités au dossier, car il y a une obligation pour le maître d'ouvrage, c'est-à-dire Île-de-France Mobilité, à intégrer les avis qui seront exprimés dans le dossier. S'exprimer dans le cadre de l'enquête publique, c'est aussi très important pour exprimer des exigences ou pour réaffirmer ce qui avait déjà été demandé dans le cadre de la concertation ou dans le cadre des réunions de travail que les collectivités et les associations peuvent avoir aujourd'hui avec le maître d'ouvrage et responsable du dossier. Île-de-France Mobilité, alors nos exigences sont nombreuses, on pourra en reparler au cours de la soirée, que ce soit en matière de calendrier, en matière d'impact environnemental ou foncier, que ce soit en matière de réorganisation de l'espace public ou de desserte du réseau de bus. Tous ces sujets ont leur place dans le cadre de l'enquête publique et les habitants sont amenés aussi à s'exprimer là-dessus. Enfin, participer, c'est aussi adresser un message aux porteurs du projet, adresser un message aux financeurs, notamment l'État et la région, qui sont les deux principaux financeurs, afin que le projet puisse obtenir les financements adéquats. L'enquête publique n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, c'est l'aboutissement d'une procédure, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'études. Vous le savez sans doute, les études ont démarré en 2014, la concertation préalable sur le projet a eu lieu fin 2014, début 2015. Des études d'approfondissement du projet ont lieu entre 2016 et 2020, ce qui a permis de définir le tracé, d'affiner l'implantation des stations, de vérifier la profondeur du tracé, de vérifier la compatibilité avec les différents types de sols, d'affiner grossièrement les méthodes constructives. Mais l'enquête publique n'est pas une finalité en soi, puisque après l'enquête publique, nous ouvrirons d'autres procédures et des études approfondies. Il y aura au moins 3 ans d'études approfondies derrière l'enquête publique avant d'engager d'éventuels travaux. Donc, l'enquête publique est un point décisif, mais ce n'est pas la fin du processus, puisque les avis exprimés dans le cadre de l'enquête publique feront l'objet d'un rapport établi par une commission indépendante nommée par la préfecture du Val-de-Marne. Cette commission devra émettre un rapport avec des préconisations, des recommandations ou des réserves. Et le maître d'ouvrage, Île-de-France Mobilité, a l'obligation légale de répondre à ces recommandations et à ces réserves. Et si les réponses ne sont pas jugées satisfaisantes, les réserves émises par la commission d'enquête ne seront pas levées et le projet ne pourra pas avancer. C'est donc une étape très importante sur le plan démocratique, sur le plan administratif, sur le plan technique aussi, puisqu'il y a obligation d'apporter des réponses aux arguments apportés, qu'ils soient favorables ou défavorables dans le cadre de l'enquête publique. Ce n'est donc pas une enquête publique consultative ou facultative, c'est quelque chose d'obligatoire et de déterminant. Répondre et prendre des engagements aux avis exprimés, c'est évidemment le rôle du maître d'ouvrage. La commission d'enquête, quant à elle, est garante de bien recueillir ces avis et ces avis ne peuvent pas être recueillis n'importe comment. Donc, pour vous exprimer, il n'y a que la période du 31 janvier au 2 mars, comme Elsa vient de l'indiquer. Vous exprimer avant, ce ne serait pas pris en compte. Vous exprimer après, ce serait trop tard. Alors, comment s'informer sur le contenu du dossier?
Et comment s'exprimer? Alors, vous avez 6 grandes possibilités de vous renseigner. Évidemment, les sites Internet qui sont mis à disposition pour l'occasion. Peut-être pourrons-nous rappeler l'adresse dans le chat puisqu'elle est particulièrement longue. Donc, c'est prolongement-du-6, ligne 1-du-6, métro-val-2-fontenay.enquête publique, cette fois-ci sans tiret, .net. Donc, on va la mettre dans le chat puisque vous voyez, ce n'est pas l'adresse la plus simple qui a été choisie. Donc, vous pouvez découvrir le dossier d'enquête publique à partir du 31 janvier sur ce site Internet avec toutes les cartes, avec tous les documents connus à ce jour, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il reste 4 années d'études, 3 à 4 années d'études, et il y a, au cours de ces années à venir, des niveaux de détail qui seront produits. Donc, vous avez le site Internet, vous aurez la possibilité de vous exprimer en ligne, soit par mail, là aussi à une adresse assez compliquée, pref-du6 enquête publique @val-2-marne.gouv.fr. Là aussi, on va essayer de partager ça dans le chat. Donc, vous exprimez par mail. Vous pouvez vous exprimer aussi à travers le registre électronique qui est tenu par la commission d'enquête, qui est un registre en ligne que vous pouvez consulter quasiment en direct, puisque les avis postés sont consultables automatiquement en ligne. Vous pouvez aussi, dans des méthodes plus traditionnelles, vous exprimer par voie postale en adressant un courrier à la préfecture du Val-de-Marne. Donc, ça doit être obligatoirement adressé à la préfecture du Val-de-Marne, au 21-29 avenue du Général de Gaulle, 94 038 Créteil. Donc, c'est un courrier qui sera adressé au président de la commission d'enquête et qui permettra aux personnes, notamment éloignées de l'outil informatique, mais aussi qui souhaiteraient joindre des documents volumineux, de pouvoir s'exprimer. Autre façon, les registres papier. Il y a des registres papier qui sont mis à disposition dans les communes concernées par le projet, en l'occurrence le 12e arrondissement de Paris, donc à la mairie du 12e arrondissement, à Vincennes, au bâtiment Cœur de Ville, à Neuilly-Plaisance, à l'hôtel de ville, puisque vous le verrez, le bout du tunnel arrive à Neuilly-Plaisance, à Montreuil, et à Fontenay-sous-Bois, à la Maison du Citoyen et la vie associative que les Fontenaisiens connaissent bien. En plus des registres papier, vous avez plus traditionnellement, toutes les informations apparaissent et elles sont disponibles sur le site Internet de l'enquête publique, sur les sites Internet des communes, probablement, en tout cas pour Fontenay-sous-Bois, c'est le cas. Vous pouvez aussi vous exprimer à travers les enquêtes publiques, les réunions publiques. Donc, nous aurons 2 réunions publiques qui sont 2 rendez-vous très importants. Ce sont les seuls moments où nous allons pouvoir nous voir de façon collective, puisque les contraintes sanitaires limitent les possibilités. Donc, 2 réunions publiques. La première, le 10 février à 19h30 à la salle Jacques Brel à Fontenay-sous-Bois. Alors malheureusement, depuis Montreuil, il n'y a pas de ligne de bus directe jusqu'à la salle Jacques Brel, mais vous pouvez prendre le 301 jusqu'à Verdun et venir à pied ensuite. Depuis Vincennes, il y a la ligne 124. Pour la 2e réunion publique, ce sera le 15 février, toujours à 19h30, au gymnase Léo Lagrange, au 68 rue Eugène Martin, à Fontenay-sous-Bois. Et enfin, dernière possibilité pour vous exprimer, vous voyez, il y a quand même de quoi faire. La dernière possibilité, tout simplement, c'est de venir rencontrer la commission d'enquête, les membres de la commission d'enquête indépendante qui tient des permanences pour recevoir les citoyens. Donc, ces permanences, il y en a 2 à Paris, il y en aura 2 à Vincennes, 3 à Neuilly-Plaisance, 3 à Montreuil et 4 à Fontenay-sous-Bois, se dérouleront quasi exclusivement en février et le 1er mars. Donc, c'est très important puisque la rencontre du commissaire enquêteur permet le dialogue, permet d'approfondir, puisque, et je terminerai là,
Le dossier qui est présenté à la population est un dossier particulièrement copieux, particulièrement volumineux, avec des données qui parfois ne sont pas forcément accessibles du plus grand nombre. Donc, dans cette enquête publique, ce qui manque le plus, c'est le dialogue itératif, l'échange, et donc profitons des commissions d'enquête et de cette réunion ce soir pour essayer de répondre à quelques-unes des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rispal, pour toutes ces précisions très exhaustives, hein, parce qu'effectivement, une enquête publique, ça a une dimension administrative avec plein d'entrées différentes, comme vous nous l'avez bien expliqué, des réunions publiques, des possibilités de contribution par mail, par voie de postale ou directement au sein des permanences. Alors voilà, nous avons terminé notre tour de table. Tous nos intervenants ont pu prendre la parole une première fois. Pour l'instant, nous n'avons pas d'inscrits. Alors, je vais vous redonner un petit peu le chemin à suivre pour pouvoir prendre la parole en direct. Donc, vous signalez dans le chat, dans l'onglet « Questions ». Et là, vous posez votre question, puis après, on vous donnera la parole. Vous pourrez vous connecter avec votre vidéo. Alors, bon, n'est peut-être pas obligé de poser une question. Peut-être que vous avez envie juste de donner votre avis. Peut-être que vous avez envie de nous faire partager vos arguments pour inviter vos voisins, vos amis, vos connaissances à participer à cette enquête. Ou peut-être d'une autre façon, vous avez quelque chose à nous faire partager sur ce sujet. Parce qu'effectivement, c'est un sujet d'ampleur. Alors, pour certaines populations, par exemple, sur le quartier des Grands Prêchés, je vous donne quelques petites infos qui pourraient nourrir notre réflexion. Alors, sur le quartier des Grands Prêchés, par exemple, si la nouvelle station arrive, eh bien, ce quartier ne sera plus qu'à 15 minutes de la gare de Lyon, contre 35 minutes aujourd'hui. Alors, je vois qu'une main s'est levée. Alors, juste quelques instants. Voilà. Alors, voilà, vous êtes avec nous, Marie-Noëlle Bernard. Nous vous écoutons, Marie-Noëlle, pour 1 minute. Merci beaucoup, Elsa. Je vais essayer de tenir effectivement 1 minute. Merci beaucoup pour cette réunion. Effectivement, elle est très importante. Elle est très importante pour tous et pour donner la parole à tous. J'ai retenu beaucoup de mots ce soir que je vais reprendre. Alors, c'est pas le projet, c'est un projet qui date de plus de 20 ans. Donc, c'est pas l'enquête publique qui l'a permis. Enfin, ça débloque simplement un certain nombre de choses. J'ai entendu Madame le maire de Vincennes qui parlait de génération future et je reprends le même terme. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Oui, sur le social. Oui, sur l'environnement. Oui, aux obligations d'études d'impact. Donc, oui, sur beaucoup de choses. La seule chose, c'est qu'il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que cette réunion est très intéressante et je vous en remercie. Je représente le groupe national de surveillance des arbres et à ce titre, vous avez compris tout à fait mon intervention. Donc, en 1 minute, je dirais simplement que vous dites effectivement que l'enquête publique va être démocratique. Alors, elle ne l'est pas parce que tout le monde n'est pas au courant. Alors, des heures, des réunions, etc. Je crois que ça a été largement indiqué, mais de tous les documents qu'il faudrait avoir. Entre autres, il faut avoir lu, bien sûr, le document de l'autorité environnementale qui a dit quand même beaucoup de choses en matière d'environnemental. Il faut dire qu'il manque beaucoup de choses au dossier. Donc, quand on dit il y a beaucoup de choses dans ce dossier et qui ne sont pas tellement lisibles, alors il se trouve qu'on arrive à peu près à lire et à comprendre les documents. Et donc, en fait, le code de l'environnement L122.2 n'est pas du tout respecté puisque, en fait, il n'y a pas d'étude d'impact qui ne sera annoncée qu'au moment du permis de se construire, ce qui est complètement illégal. Marie-Noëlle, je vous invite à raccourcir votre intervention afin de j'ai pas fait ma minute, j'ai calculé. Voilà. J'ai calculé, j'ai pas fait ma minute. Donc, il y a la loi sur la bioclimatique, il y a la charte du bois. Alors, j'invite tout le monde effectivement à lire le rapport de l'autorité sur l'environnement. Sachez que je suis une fan des transports, je les prends tout le temps et particulièrement la ligne 1 qui est complètement bouchée avant la période de crise sanitaire. Sachez que ce qui est prévu dans le bois est tout simplement un écocide, c'est-à-dire que nos experts forestiers, arboricoles,
sont tous venus. On va continuer à faire ces études, on les fait avec des gens très sérieux. C'est un écosystème, c'est-à-dire que l'ensemble de la faune va disparaître, très clairement. À partir du moment où vous creusez et que vous demandez un déclassement de 6 hectares 14, qu'on oublie de repréciser qu'il y a une demande de déclassement du bois de 6 hectares 14, la faune va disparaître. Alors, vous pouvez toujours dire on va compenser, on va replanter. On ne replante pas un écosystème centenaire et j'en aurai fini. Merci beaucoup. Merci Marie-Noëlle pour cette minute et ce condensé d'informations aussi. Alors, on l'a compris, hein, votre questionnement porte sur les problématiques environnementales. Voilà, vous vous interrogez sur les conséquences de ces travaux pour l'écosystème de la zone sur laquelle pourrait intervenir dans le bois de Vincennes. Est-ce que l'un de nos intervenants souhaiterait apporter des éléments de réponse ou simplement une position à Marie-Noëlle sur cette question ? Je peux peut-être simplement vous aider si vous n'avez pas de questions à me poser, c'est que je pense qu'il serait intéressant pour être totalement… Alors Marie-Noëlle, excusez-moi, effectivement, là, l'idée, c'est d'aller sur un débat, un échange. Alors, on l'a bien compris, effectivement, la problématique environnementale est centrale. D'ailleurs, on a pu le voir, hein, vous avez sans doute tous pu le lire au travers d'articles de presse hein, qui ont pu faire les titres des journaux sur ce sujet. Est-ce que, effectivement, est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir sur ce point En fait, moi, je suis donc le… Alors, Monsieur Rispal, allez-y. Oui. Quelqu'un parlait, mais je peux réagir. On n'est pas aujourd'hui dans une réunion dans le cadre de l'enquête publique. On essaye de partager le maximum d'informations pour permettre l'expression de toutes et tous. Je crois que c'est l'objectif de ce soir. Sur ce qui est dit, effectivement, le sujet du bois est un sujet majeur. Personne ne le nie, je crois. En tout cas, pas pour ce qui concerne la ville de Fontenay, puisque ça fait plusieurs années, et cela est consigné par écrit, que nous demandons à ce que l'impact du chantier soit minoré, que les emprises chantier puissent être réduites au minimum possible et que les mesures compensatoires exemplaires puissent être prises. Toutefois, en l'état actuel du dossier, effectivement, l'avis de l'autorité environnementale est très intéressant, mais l'avis de l'autorité environnementale commente un dossier d'enquête publique dont vous n'avez pas connaissance puisqu'il n'est pas encore public, puisqu'il sera public le 31 janvier. Et cet avis de l'autorité environnementale commente un dossier d'enquête publique vieux d'il y a plus d'1 an, puisque suite à cet avis de l'autorité environnementale, Île-de-France Mobilité, qui n'est pas présent ce soir, hein, puisque nous ne sommes pas dans le cadre de l'enquête publique et nous sommes dans une réunion d'information pour participer à l'enquête, Île-de-France Mobilité a dû modifier son dossier et sérieusement le compléter pour pouvoir répondre à la majorité des réserves de l'autorité environnementale. Donc, le 31 janvier, nous aurons accès à tous ces dossiers. Il y a bien une étude d'impact puisque c'est obligatoire pour pouvoir mener une enquête publique. On pourra aussi accéder à la vérité des chiffres puisque beaucoup de chiffres ont circulé. Malheureusement, certains n'étaient pas vérifiés. L'enquête publique, ça sert à ça aussi. Et il n'y aura pas d'enquête publique réussie si certains sujets étaient mis sous le tapis ou si certains sujets ne trouvaient pas de réponse du maître d'ouvrage. Voilà, c'est très important que tout le monde puisse s'exprimer, y compris sur cet enjeu. En tout cas, ce n'est pas une découverte pour nous, hein, puisque dès la concertation de 2014, le sujet avait été soulevé. Merci, Monsieur Rispal. Alors, Sylvain Blanquet souhaitait aussi prendre la parole sur ce sujet. Moi, je voulais simplement dire que nous, on est une association d'habitants qui ont aussi à cœur la protection de l'environnement. Mais voilà, nous, on essaye aussi de regarder
les bénéfices, je dirais, globaux d'un projet, et pas seulement, je dirais, un bout du projet. Évidemment qu'il y a toujours des gens qui peuvent penser que tel aspect est plus important qu'un autre, mais quand on discute avec d'autres personnes, c'est d'autres aspects qui sont importants. Donc voilà, je crois que le but de l'enquête publique, c'est qu'on puisse regarder l'ensemble des éléments du projet, ses bénéfices pour la population, ses bénéfices par rapport au transport, et puis aussi regarder avec beaucoup d'attention les aspects liés à la construction et au chantier, pour éviter évidemment qu'on puisse parler d'écocide. Je trouve que le terme est peut-être un peu excessif. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Blanquet, pour toutes ces précisions. Alors effectivement, une enquête publique et puis des chantiers de cette ampleur-là, ça suscite toujours du débat, et j'ai envie de dire heureusement, parce que on est dans un système politique qui nous permet encore de pouvoir exprimer des opinions différentes et de faire vivre le débat. Du coup, nous allons pouvoir poursuivre notre discussion. Alors, je vois qu'il y a 2 mains levées, Monsieur Magne François et Monsieur Paul Roland, mais malheureusement, ni l'un ni l'autre n'ont leur vidéo allumée. Et donc, du coup, voilà. On voit Monsieur Magne à l'écran. Bonsoir monsieur. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir vous donner la parole pour 1 minute. Allez-y. Alors, attendez, j'attends que mes collègues puissent brancher votre micro. Alors voilà, c'est quand même moins simple en distanciel. On préférerait bien sûr être tous ensemble dans une salle publique pour pouvoir faire une réunion et se parler de vive voix, mais bien sûr, le contexte sanitaire ne le permet pas. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, vous voilà. Vous voilà avec nous. Activé. Alors, allez-y, Monsieur Mann. Alors, présentez-vous. Dites-nous un petit peu d'où vous venez aussi, de quelle ville vous êtes. Écoutez, je viens de Montreuil. J'étais parisien. Ça fait 13 ans que j'habite à Montreuil. Si je suis venu à Montreuil, c'est essentiellement parce que j'aime Montreuil. Et aussi parce qu'à un certain moment, il y a 13 ans, on parlait déjà du prolongement de la ligne 1. Donc, je suis favorable au prolongement de la ligne 1. J'habite dans le haut de Montreuil. Maintenant, des interrogations que je me pose, en fait, j'ai vu le schéma de principe, j'ai vu des publications de la mairie de Montreuil sur leur site, et je suis effaré, mais vraiment effaré, par les proportions des stations, que ce soit au Rigolo, que ce soit à Montreuil, où c'est un peu stalinien, c'est un peu des centres commerciaux, alors qu'on a Val-de-Fontenay qui n'est pas forcément très loin. Je suis sidéré par toutes les constructions de champignons d'immeubles. Bien sûr, il y a besoin de logements sociaux, etc., mais qui ont largement anticipé, qui sont capables de communiquer sur leur programme, en fait, sur l'arrivée d'une future station. Et très honnêtement, on est effectivement cloisonné. Moi, je travaille à la Défense, donc je prends le 301, je prends 5 minutes pour aller à Val-de-Fontenay et j'arrive au bout de 25 minutes à la Défense. OK, il y a le bus, ce n'est pas direct, je pourrais gagner 5-6 minutes, pourquoi pas. Mais je suis très, très inquiet par rapport à toutes les choses sous-jacentes de ce programme de prolongement de ligne 1 qui cache des ambitions, aussi bien au niveau des collectivités qu'au niveau de promoteurs bien infiltrés, qui sont plus que choquantes. Donc voilà, je me permets de me manifester en tant qu'habitant du Haut-de-Montreuil, très content d'accueillir la ligne 1, mais pas dans des proportions pareilles. Et si on parle de coût, je ne sais pas lequel des élus en fait parlait du coût et qu'il fallait rester dans des limites bien raisonnables, eu égard au contexte. J'ai tendance à penser que c'est un prétexte de désenclaver, bien évidemment, des zones qui sont un peu enclavées, mais surtout de faire de la belle spéculation immobilière, foncière, et qui alimente un peu tout le monde. Donc, je suis désolé d'être aussi cru. Je ne sais pas si je tiens à la minute. Là, voilà, vous êtes bien là. Vous êtes bien, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Magne, pour voilà, cette position,
Enfin, voilà, ce point de vue sur les problématiques d'urbanisme et puis des problématiques finalement qui se posent de façon régulière. Quel avenir, en fait, quel avenir pour nos villes, pour ces villes périphériques à Paris? Alors, j'ai vu que Monsieur Bessac avait levé la main pour répondre. On va tout de suite lui donner la parole. Alors, il va falloir activer votre micro, Monsieur Bessac. Voilà, c'est à vous, Patrice Bessac, maire de Montreuil. Oui, je voulais, en écho à ce qu'a dit François Magne, dire quelle est ma position et quel est l'état de notre réflexion. D'abord, dire qu'évidemment, l'arrivée d'une station de métro, c'est une fonction, mais c'est aussi une transformation, c'est un équipement nouveau. Et donc se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire en termes urbains de l'arrivée de cette station. Comment on va le concevoir? Quel avenir pour la ville autour de la station? Et de ce point de vue, je veux dire que le point de vue de la ville de Montreuil est que dans la phase de travail sur le projet, il est nécessaire d'ouvrir une concertation avec les habitants du quartier, donc singulièrement pour ce qui est du Grand Péché, des habitantes et des habitants qui habitent autour, sur quelles conséquences de l'arrivée de la station. Nous, notre point de vue, mon point de vue comme maire, c'est qu'il y a besoin d'équipements publics dans le quartier. On a une population qui est en développement, et donc il faut penser avec l'arrivée de la station, comment on peut gagner du point de vue des équipements publics. Là, j'ai en particulier en tête la question des crèches, mais j'aurais pu citer d'autres types d'équipements publics, et du point de vue du commerce de proximité, où il me semble qu'il y a un sujet dans le quartier d'accès à quelques pas, c'est-à-dire pas en prenant la voiture ou en allant un peu plus loin, mais à proximité immédiate des lieux d'habitation, de commerce de proximité de qualité. En tout cas, du coup, je ne sais pas si quelqu'un a un plan caché, mais pour ce qui est de la ville de Montreuil, notre point de vue est le suivant: il faut qu'il y ait une maîtrise publique du sujet de l'aménagement de la station. Et donc, comme nous l'avons fait sur d'autres sujets, je pense par exemple à la démarche qui est engagée autour du tramway et autour de l'aménagement des stations, il faudra, autour de cette question de la station Grand Péché, un temps de travail continu avec les habitantes et les habitants. Voilà mon point de vue en quelques mots. Merci beaucoup, Monsieur Bessac, pour cette réaction. Alors, nous avons une autre main levée. Nous avons Paul Roland qui est avec nous. Paul, bonsoir. Nous allons activer votre micro pour que vous puissiez prendre la parole. Donc, 1 minute. Alors, juste avant de reprendre la parole, je vais vous redonner un petit peu notre fonctionnement ce soir. Je vous invite à vous signaler dans le chat à l'onglet « Posez vos questions » afin que vous puissiez préparer votre intervention et prendre la parole dans ce live. Paul, voilà, votre micro est activé. Alors, présentez-vous, votre carte d'identité, d'où venez-vous? Et après, posez-nous votre question. C'est à vous, Paul. Bonsoir, donc moi je suis Montreuilois de souche, je vis où je suis né, je suis arrivé en 1957 dans les Hauts de Montreuil, sur le quartier Bel Air Grand Péché. J'ai passé une grande partie de mon enfance à courir après le bus 122. Aujourd'hui, les habitants continuent à courir après ce bus qui, s'ils le ratent, ont plus vite fait de descendre jusqu'à la mairie à pied que d'attendre le suivant.
Donc, vous comprenez bien que je me sens très concerné par l'arrivée le prolongement de la ligne 1 et son arrivée au Grand Pêché. Il faut savoir qu'il y a un réservoir d'à peu près 10 000 habitants sur ce secteur, ce qui représente un flot de voyageurs très important. Je voudrais intervenir par rapport à ce qu'a dit la dame qui a parlé d'écocide. Sur 6 hectares de bois qui seraient perturbés, endommagés ou supprimés. Pour ramener les choses à de plus justes proportions, il faut savoir que le bois de Vincennes, c'est 995 hectares. Donc, je trouve un peu superfétatoire de vouloir faire valoir un écocide sur une superficie aussi faible par rapport à la densité du bois de Vincennes, tout en sachant que tous les gens qui habitent dans les Hauts de Montreuil ou les Hauts de Fontenay sont très tributaires de leur voiture et sont obligés bien souvent, faute de mieux, de prendre leur véhicule pour se rendre, soit pour aller faire des courses, soit à leur lieu de travail, etc. Voilà, j'en ai fini. Je pense avoir très résumé ma pensée. Merci beaucoup Paul pour cette réaction. Alors on voit effectivement que les positions s'échangent. Chacun en fonction de sa situation peut avoir un avis sur le sujet et c'est ça qui fait la force du débat aussi. Alors plusieurs mains se sont levées. Alors je suis ravie de voir que vous avez envie de participer à cette visio. Alors c'est toujours un petit peu difficile au départ. Je propose de passer la parole à Adutech, à Fabre. Alors, je n'ai pas le nom en entier, oui. Mais je vois que votre vidéo est activée. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, voilà, présentez-vous et puis faites-nous part de votre intervention. Allez-y, madame. Alors, moi, je suis Lisette Schricki, je suis présidente de l'association Adutech Montreuil, qui œuvre beaucoup pour tout ce qui est transport en commun sur Montreuil. Actuellement, c'est l'enquête publique qui nous occupe. Donc, moi, je voulais apporter quelques remarques, réflexions plutôt. Moi, j'estime que les quartiers de Montreuil sont moins éligibles au télétravail. Ils ont donc besoin de bons transports en commun, ce qui montre les contraintes liées au Covid. La densification de nos communes nécessite la mise en place d'un transport en commun lourd. Côté Montreuil, il donne un accès direct au métro parisien pour une zone particulièrement dense. Aujourd'hui, les conditions de transport dans les bus sont difficiles à certaines heures. Je ne subirai plus les désagréments du bus. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour cette prise de parole. Alors, Franck Delalande, je pense que Franck, votre micro doit refonctionner et vous allez pouvoir nous dire un petit peu ce que vous avez envie de nous dire. Allez-y, Franck, faites un essai. Allô, c'est parfait, on vous entend parfaitement. Allez-y, Franck, c'est à vous. Bonsoir, alors je suis habitant de Rosny-sous-Bois. Je suis sur le secteur de Rosny Sud. Je prends tous les jours le RER A. Donc, ce RER est saturé. C'est la première ligne d'Europe, comme vous le savez déjà. Et je tiens à préciser que tout le secteur de Rosny Sud, c'est quand même 5000 personnes à peu près, donc 10% de la population qui est concernée. Je ne sais pas d'ailleurs si la mairie a été mise en relation avec vous, parce que je pense que c'est important qu'ils soient associés. En tous les cas, je remercie parce qu'il y a l'affichage est fait dans tout le secteur pour l'enquête publique, ce qui n'était pas le cas. Malheureusement, on a manqué d'informations lors de la première manifestation qui a été organisée. En tous les cas, moi, ce que je pense en tant qu'usager, c'est important de pouvoir désenclaver
ce RER qui est saturé et qu'on puisse, entre guillemets, pouvoir voyager dans des conditions correctes. Malgré le dédoublement de la ligne du RER A, ça n'a pas suffi et c'est avec vraiment un grand soulagement que le métro 1, s'il arrivait, ça ferait du bien. Voilà. Je précise aussi que je suis conseiller municipal de Rosny-sous-Bois et je serai prêt à interpeller le maire si nécessaire, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup Franck pour ce témoignage. Bah oui, ce témoignage de francilien, parce que vous êtes et nous sommes nombreux à passer du temps dans les transports en commun dont le réseau est aujourd'hui malheureusement saturé, comme on peut le constater. Alors, nous avons Bernard Abraham qui a levé la main. Bernard, nous allons activer votre micro. Ça y est, c'est chose faite. Est-ce que vous pouvez nous parler, Bernard ? Oui, bonsoir à tous. C'est parfait, donc, ça marche bien. Alors, présentez-vous, voilà. Dites-nous un petit peu d'où vous venez et puis… Voilà, donc moi j'habite Fontenay-sous-Bois sur le plateau, c'est-à-dire que je suis à 20-25 minutes des RER, des métros, enfin du métro de Vincennes. Donc c'est vrai que heureusement pour l'instant j'ai des jambes qui me permettent encore d'aller à pied quand les bus ne sont pas là ou quand ils sont saturés. Mais voilà, avec les années c'est pas facile. Donc j'ai eu la chance de passer des milliers d'heures dans le bouchon de plus gros d'Europe, des milliers d'heures dans le RER et dans le métro. Ce que je trouve, c'est qu'effectivement, le RER A, en fait, il a une croissance continue. C'est le premier d'Europe, il va continuer parce que Marne-la-Vallée, c'est pas fini. Et que dans 10 ans, même si maintenant il a 2 étages, on va retrouver ce que moi j'appelle les wagons à bestiaux, où on est hyper comprimé. Et c'est une souffrance parce que quand on est bloqué, qu'on ne sait pas quand ça va se débloquer, c'est vraiment une souffrance pour les usagers. Et la ligne 1, pour moi, son principal intérêt, c'est de doubler. C'est-à-dire que quand c'est bloqué à Val-de-Fontenay, que la gare est bouchée, bloquée, qu'on est obligé de fermer la gare, eh bien, avec la ligne 1, on pourrait quand même aller à Paris et se déplacer. On ne sera pas dans les 100 000 personnes coincées le matin. Et je voudrais dire que quand même dans le dossier, là, quand on va sur le site d'ILFM, on voit que ce petit prolongement de 3 stations, ça fait quand même 13 millions de kilomètres de voitures évités. C'est pas rien. C'est moins d'accidents, moins de morts, moins de fatigue, moins d'énervement, moins de perte de temps. Et si vous regardez bien, ça fait quand même 95 000 usagers jour qui vont gagner du temps, 27 millions de passagers à l'année, 3,5 millions d'heures économisées chaque année, donc c'est pas mal. Et pour dire qu'effectivement, dans le bois, c'est pas 6 hectares, ce sera plus proche d'1 hectare. Et c'est sûr qu'après l'enquête, IDFM va encore diminuer ce chiffre d'1 hectare. Il faut bien voir que ce qu'on coupe chaque année dans le bois, c'est probablement au moins cela. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Bernard pour cette intervention chiffrée et qui nous donne plus d'informations aussi sur ce projet. Effectivement, prendre les transports en commun, c'est toujours mieux que prendre la voiture pour l'écologie. Et donc, l'arrivée d'une ligne de transport permet aussi de favoriser ces déplacements. Alors, nous avons Stéphanie Payet. Stéphanie, présentez-vous, c'est à vous. Bonsoir à tous, désolée, il y a mon fond d'écran du bureau. J'habite au Rigolo depuis 2002 et je travaille en banlieue nord. Du coup, je prends mon véhicule. Je sais que c'est mal, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Les temps de connexion et mes horaires me contraignent. Pour moi, la ligne 1, c'est vraiment une opportunité d'améliorer mes trajets et je trouve qu'il y a vraiment un alignement de planètes par rapport à ce prolongement de ligne 1, notamment dans le cadre du Grand Paris, puisque les interconnexions qui vont être faites avec la ligne 15 qui va pouvoir accéder notamment à mon lieu de travail, Carrefour-Pleyel en l'occurrence, fait vraiment sens. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir changer vraiment mon quotidien. Je voudrais ajouter aussi, et c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, il y a la rénovation de la gare du Val-de-Fontenay qui va être aussi entamée, dont je crois la déclaration d'utilité publique a été avérée. Il faut penser aussi, je pense, à tous les usagers du RER A ou du RER E
qui pratiquent cette gare quotidiennement et raisonner le projet plutôt d'envergure régionale que effectivement localo-local. On a beaucoup parlé des avantages pour les Fontenaisiens, pour les Montreuillois, mais je pense que les avantages du prolongement de la ligne 1 vont bien au-delà des simples habitants de nos municipalités. Merci, Voilà. merci Stéphanie, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Merci à vous. Alors, nous avons Monsieur Vasquez qui a levé la main. Alors, je vais vous proposer qu'après Monsieur Vasquez, nous clôturions notre tour de parole parce qu'il est déjà 20h30. Alors, je sais que voilà, chacune et chacun d'entre vous avez aussi votre vie quotidienne et familiale, hein, parce que là, on est en Zoom, on est en direct live chez vous. Donc, je vous propose qu'à la fin de l'intervention de Monsieur Vasquez, nous clôturions cette visio. Mais avant de clôturer, on va entendre Monsieur Vasquez. Alors, allez-y, présentez-vous et dites-nous d'où vous venez et nous vous écoutons. Bonjour, je suis pas un Montreuillois, je suis Montreuillois, mais pas un Montreuillois de souche. Je suis un Montreuillois de branche, comme on dit. D'abord parce que je suis pas né en France. Deuxièmement, ça fait que 20 ans que j'habite Montreuil. J'habitais Fontenay-sous-Bois avant. Et je travaille à Nation, à Paris. C'était pendant des années relativement compliqué d'aller. J'ai fini, moi, par prendre de véhicule. Maintenant, c'est une complexité parce que le quartier a été enclavé déjà, mais il a été re-surenclavé puisqu'il y avait un accès par une bretelle d'autoroute. On l'a fermé, c'est super bien. Il y avait quand même le bus. Maintenant, le bus, on l'a réduit de moitié la surface sur laquelle il peut rouler. Donc maintenant, on met 2 fois plus de temps à aller au bus. C'est génial. On va voir le métro dans 10 ans. Donc, je pense que la vie au niveau des transports pour les habitants du plateau est devenue très compliquée depuis 2 ans, avec une politique qui a consisté à enclaver le quartier, hein, en disant le métro va résoudre le problème dans 10 ans. Bon, on le vit. Maintenant, le métro, c'est super. C'est vraiment c'est ce qu'il faut pour sauver ce quartier. C'est évident pour tout le monde qu'il faut le métro. Maintenant qu'on en regarde un petit peu les documents qui sont sortis, comme l'a dit le premier intervenant, on est étonné de voir d'abord les empreintes de chantier. Moi, j'habite le quartier des Grands Péchés. Il y a un super terrain de jeu pour les enfants et à côté de la cité des Grands Péchés, je peux vous dire que le fait qu'il y ait un petit terrain de foot, un petit terrain de basket, etc., c'est super important pour tous les garçons qui ne traînent pas à faire n'importe quoi dans le quartier. Ça va être supprimé pour faire un chantier qui fait, je ne sais pas combien de milliers, de dizaines de milliers de mètres carrés, qui est 2 fois plus que les surfaces des autres chantiers. Et après, il y aura, on ne sait pas quoi, un immeuble de plusieurs étages, de plus de 20 000 mètres carrés, on a vu sur 4 niveaux pour une station. Il y a quelque chose de bizarre qu'on ne nous dit pas. La RATP est en train de faire des opérations immobilières phénoménales. Et j'ai vu aussi le même projet sur les rigolos pour 2 quais, faire un truc, un immeuble c'est un centre commercial. Donc, on est en train de faire quoi alors qu'une station de métro, c'est super, hein. À 30 mètres sous-sol, on fait un tunnel, on fait une sortie, comme il y a partout dans toute la station de métro, il n'y a pas de problème. Mais on est en train de faire des opérations foncières et immobilières de quelqu'un derrière, et ça se voit, ça se sent, et ça sent très mauvais, cette histoire. Maintenant, on a posé des questions à la mairie, on nous a un peu essayé d'endormir. Oui, vous en faites pas, on verra ça plus tard, on verra machin. On nous dit rien. C'est pas clair. Et l'impression, c'est qu'on nous promène et qu'on n'a pas les infos, et c'est très, très désagréable. Voilà, donc ce serait bien que peut-être on va avoir un document avec la RATP maintenant de ce qui va se passer. Mais pour l'instant, c'est très désagréable pour les voisins du quartier. Voilà, alors qu'on veut le métro. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Vasquez, pour cette prise de parole. Alors, on le voit, un intérêt important pour l'arrivée de cette ligne de métro, une nécessité pour de nombreux habitants, de nombreux usagers, des questionnements sur comment les pourtours vont être urbanisés, comment on va aménager, avec du côté des élus vraiment une affirmation pour dire la consultation, la concertation sera vraiment de mise. Alors sur ce projet, il y a de nombreux partenaires qui vont du gouvernement jusqu'à la RATP en passant par mobilité
Île-de-France, les villes, la région. Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à ce dossier notamment sur le site de la ville de Montreuil et aussi sur le site des villes partenaires du projet Vincennes et surtout Fontenay-sous-Bois. Alors, avant de clôturer, de conclure et de nous dire au revoir, peut-être nos intervenants ont envie de prendre la parole pour une dernière prise de position. Alors, je vois que Monsieur Bessac a levé la main. Monsieur Bessac, maire de Montreuil, allez-y, c'est à vous pour une intervention de clôture. Monsieur Bessac. Et peut-être, je ne ferai pas de conclusion, mais un mot de réponse à Monsieur Vasquez. D'abord, s'agissant de la fermeture du bout d'autoroute, effectivement, c'est fermé. C'est fermé pour une raison, le tramway est en train d'être construit. Et je veux redire que lorsque j'ai pris ma responsabilité de maire en 2014, nous avons rétabli dans le projet les voies de stationnement de part et d'autre du futur tramway. Donc, il faut faire les travaux et pendant les travaux, évidemment, ça crée des difficultés. Mais je veux redire que le long du tramway, il y aura les 2 voies de circulation automobile qui permettront, je pense aux usagers de Mosinor, mais aussi aux habitantes et aux habitants des quartiers des Ruffins, de Bel Air Grand Péché, de pouvoir se reconnecter à l'autoroute comme il le faisait précédemment avec le petit morceau d'autoroute, mais sur une avenue paysagère avec des plantations et avec aussi un cadre de vie meilleur. Ça, c'est pour le tramway T1. Je veux redire sur la circulation des bus qu'effectivement, il y a un problème et notamment, on a fait une réunion publique hier sur les blocages qui sont intervenus, Gabriel Péry, avec les aménagements qui ont été faits. Et donc, il y a un travail qui va s'ouvrir pour corriger ces blocages et notamment pour permettre aux habitantes et aux habitants du Haut-Montreuil de pouvoir se reconnecter plus facilement à la mairie de Montreuil en fluidifiant les bus par la création d'une voie spécifique. Vous trouverez le projet sur le site internet. Dernier mot, bon, Monsieur Vasquez est parti, mais nous n'avons pas reçu de questions sur le sujet, mais je veux redire, en mairie, il faudrait m'adresser le courrier directement parce que on l'a pas retrouvé quand vous parliez, mais je veux redire notre engagement, c'est-à-dire actuellement, à travers le plan local d'urbanisme que nous avons voté, il y a des conditions de maîtrise publique très strictes. La station, d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit, ne prendra pas toute l'emprise du terrain actuel, bien au contraire. Et donc, il faudra, évidemment avec la RATP, mais surtout avec les habitantes et les habitants de Montreuil, que s'engage la concertation sur l'organisation des choses, sur le devenir de la station et des terrains, et en tout cas que ça fasse l'objet d'une pleine maîtrise par les habitantes et les habitants pour ce qui concerne la station Bel Air Grand Péché de Montreuil. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces précisions. Alors, nous avons Monsieur Blanquet qui a levé la main et Monsieur Rispal aussi qui donc font partie de nos 5 intervenants ce soir. Monsieur Blanquet, je vous cède la parole pour une intervention un petit peu conclusive. Merci beaucoup de me laisser la parole. Moi, je voulais simplement vous remercier de tout le monde d'avoir participé, d'avoir pris la parole et d'avoir exprimé son intérêt ou pas d'ailleurs pour le projet. C'est toujours intéressant. Il y a quelqu'un qui a mis la radio là. Je voulais simplement aussi signaler quand même que les perspectives qui peuvent être présentées
dans ces genres de projets au niveau des bâtiments, parfois sont souvent notés que c'est des vues d'intention. Et donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu des propos ambigus. Il faut savoir que la seule chose qu'on voit quand on crée une ligne de métro, c'est l'escalier pour y accéder. Donc, c'est vrai que prendre des photos d'escalier, ça fait pas montrer, ça montre pas grand-chose. Donc, c'est un peu le malheur du métro de ne pas finalement avoir beaucoup de choses à montrer quand on prend des photos. Donc, il ne faut pas trop être inquiet sur ces côtés-là, mais c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent un peu faire peur. Et donc, voilà, moi, je trouve que la réunion était intéressante et puis j'invite tout le monde à participer à l'enquête publique pour faire valoir son opinion. Merci beaucoup, Monsieur Blanquet, pour ces propos. Monsieur Rispal, c'est à vous. Merci beaucoup. Je voulais saluer la présence parmi nous de Guillaume Gouffier-Cha, député de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Saint-Mandé, qui est connecté. Simplement pour quelques mots, juste pour vous dire que à partir du 31 janvier, on pourra enfin accéder au dossier, donc il faudra vraiment répondre à votre curiosité, aller le lire, nous interroger, nous les élus, interroger la commission d'enquête, ne pas hésiter. Parce que c'est avec la bonne information que l'on permet d'avoir l'information la plus juste. Et on a entendu ce soir des inquiétudes qui sont légitimes, mais qui doivent aussi trouver des réponses, et y compris lorsque les réponses tordent le cou à des mauvaises informations, ou lorsque des images d'architectes viennent donner l'impression que l'on construirait un immeuble au-dessus d'une station. Tout ça sera le temps de l'enquête publique et ce sera très important pour tout le monde. Moi, je voudrais plutôt terminer sur une remarque un peu philosophique. On parle de temps long. On parle d'un projet qui sera peut-être là dans 10 ans, peut-être dans 12 ans. C'est évidemment très, très long dans l'esprit des habitants. C'est insupportable lorsque l'on subit soit la saturation des systèmes de transport, soit la saturation routière. Le Covid a un peu atténué les choses, mais c'est, je l'espère, une parenthèse et tôt ou tard, la fréquentation reviendra, nous l'espérons toutes et tous. Donc, il faut se préparer au monde d'après. Et le monde d'après, ça passe par des systèmes de transport massifs pour tout le monde, et notamment pour la banlieue, notamment pour celles et ceux à qui on a promis, il y a maintenant plus de 80 ans, que la ligne 1 serait prolongée et elle ne l'est toujours pas. Donc, c'est très important cette notion de temps long, et pour attendre la décennie pour gagner la 1, il est très important que dans le cadre de l'enquête publique, les habitants, les élus exigent qu'il y ait des mesures transitoires. Beaucoup de personnes ont parlé du bus, du 122, du 301, moi j'ajouterais le 118, le 124, le 127. Voilà, ces lignes de bus doivent être améliorées pour pouvoir tenir face à l'impatience et au temps perdu dans ces transports. La ligne 1 s'est préparée la décennie suivante, et je pense qu'avec cette saturation et l'urgence climatique qui est visible maintenant chaque jour aux 4 coins de la planète et en France, nous devons avoir des investissements massifs, et nous obtiendrons par la mobilisation les financements. Ce sera vraiment un signal très très fort que cette enquête publique réussit vis-à-vis des financeurs. Je vous remercie à toutes et tous, et j'ai hâte de vous croiser dans le cadre des réunions publiques. Merci beaucoup, Monsieur Rispal, pour cette intervention. Eh bien, nous arrivons au terme de notre visio. Nous avons donc passé une bonne heure et quart ensemble avec des débats, on le voit, nourris, beaucoup de questions encore qui restent en suspens et qui, on l'espère, pourront peut-être trouver une réponse dans ces documents et toutes ces informations auxquelles vous pourrez avoir accès dès le 31 janvier dans le cadre de l'enquête publique. Donc, je vous redonne les dates de cette enquête, 31 janvier
2 mars. Pendant toute cette période, vous pouvez, usagers, habitants, élus, toutes les personnes concernées par ce prolongement, donner votre avis directement sur ce projet d'avenir et d'ampleur pour nos communes. Toutes les informations sur ce sujet sont disponibles sur notamment le site internet de la ville de Montreuil et sur les sites internet des villes de Fontenay-sous-Bois et de Vincennes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie chaleureusement pour cette participation. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.